8h40 à Tel Aviv, merci de nous être fidèles. 5 ans après un scrutin électoral sanglant ponctué par son arrestation sous les bombes françaises, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se présente aujourd'hui devant ses juges pour l'ouverture d'un procès très attendu, le premier d'un ancien chef d'État devant la CPI. Regardez. 5 ans après son arrestation devant les caméras ivoiriennes, Laurent Gbagbo doit se présenter jeudi devant les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence afin de rester au pouvoir après l'élection perdue de novembre 2010. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État se retrouve face à la CPI. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Après 10 années au pouvoir, Laurent Gbagbo refuse en 2010 de céder sa place à l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale. S'ensuivront 5 mois de violence provoquant la mort de plus de 3000 personnes et l'intervention de la force française Licorne. À Abidjan, ils sont encore nombreux à panser leur plaie. J'ai reçu 9 balles à l'abdomen. J'ai reçu 3 à la main. Un des proches de l'ancien président, Charles Blé Goudé, sera également assis sur le banc des accusés. Les 2 hommes doivent répondre de meurtre, viol, persécution et actes inhumains. Des accusations que la défense réfute d'avance. Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devrait durer 3 à 4 ans. Un processus de justice crucial pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier après une longue décennie de crise. Et pour faire le point sur cette affaire, nous sommes en ligne avec Louis Kemayou, spécialiste de l'Afrique, président du Club de la presse africaine. Bonjour Louis et merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors plus de 100 témoins appelés à la barre au cours de ce procès, un puzzle de 5000 pièces à conviction que le procureur va tenter de former pour juger un Laurent Gbagbo particulièrement soucieux de l'image qu'il va laisser. Est-ce que ce procès, c'est aussi un procès pédagogique pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son ensemble ? C'est déjà un procès historique parce que c'est la première fois qu'un président en exercice est emmené devant la Cour pénale internationale. Et c'est historique également parce que juste avant l'ouverture du procès, plusieurs chefs d'État africains se sont réunis pour apporter leur soutien à Laurent Gbagbo dans ce procès, en espérant qu'il ne serait pas condamné. Parce que le véritable enjeu ici, c'est l'enjeu de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, pour l'instant, on considère qu'il a réussi sur le plan économique parce que les résultats macroéconomiques commencent à être perçus par tout le monde. Mais sur le plan de la réconciliation, il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Il y a l'espoir que ce procès ait une valeur d'exemple pour le continent entier ? Oui, parce que c'est la lutte contre l'impunité. L'idée ici, c'est que les régimes, les pays n'aient pas l'impression qu'on peut massacrer en paix et sans avoir à répondre de ses actes. Cela s'est vu d'ailleurs avec les processus qui sont engagés, notamment au Burkina Faso, où les militaires ont quand même beaucoup de réticence à tirer sur la foule. Donc la valeur pédagogique, elle est là aujourd'hui. Il y a une valeur d'épouvantail que porte aujourd'hui la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Louis Kemayou, journaliste spécialiste de l'Afrique. Il va devenir immortel. Alain Finkielkraut, élu non sans grincement de dents en 2014 à l'Académie française, est reçu aujourd'hui sous la coupole. Portrait de cette personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme « variété » qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage, désormais le sien, qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques.
Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique, parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc, tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Attaque verbale, violente, sur France 2. Une femme française et musulmane. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. Et nous sommes à présent en ligne avec Elisabeth Lévy. Bonjour, vous êtes journaliste, directrice de la rédaction de Causeur. Alors ça représente quoi qu'un homme comme lui rentre à l'Académie française? Écoutez, quand quelqu'un rentre à l'Académie, c'est une consécration, mais au moment où il a été élu, je disais un peu en rigolant, c'est la bar mitzvah pour tous les juifs là, de France. Et il y a quelque chose, y compris les juifs les moins versés dans la culture en France, les moins intéressés peut-être par l'œuvre éventuelle d'Alain Finkielkraut et encore moins par les travaux de l'Académie française, il y avait une sorte de fierté. C'est comme, si vous voulez, une sorte de reconnaissance de la France quand même. C'est l'hyper-France, l'Académie française, si vous voulez. Donc il y a quelque chose comme ça de... oui, d'une reconnaissance, d'une fierté. Je pense qu'il y a une très grande fierté. Voilà. Alors justement, Elisabeth, quand elle lui a remis son épée, a dit c'est la première fois qu'un juif en majesté entre à l'Académie française. Alors, c'est pas tout à fait vrai, sans doute, mais il y a quelque chose. Elle a aussi parlé de son obstination à aimer Israël. Vous avez dit qu'il avait mis la lettre Aleph sur son épée. Il a dit que c'était la première lettre de l'alphabet hébreu et yiddish. Je tiens à le dire parce qu'il a rappelé que son père lisait, pardon pour mon accent, Unser Wort tous les matins. Et c'est comme ça une somme, Alain Finkielkraut, je pense que c'est une somme de fidélité. Et dans le fond, c'est la preuve pour beaucoup de gens qu'on peut être très juif, enfin à sa façon à lui évidemment, et très français. Et je pense que ça... dans les temps que nous vivons, c'est intéressant. C'est intéressant, mais d'un autre point de vue, il est très décrié, il est très polémique. C'est pas habituel au sein d'une telle institution de retrouver une personnalité si controversée. Alors, c'est vrai que comme il suscite des sentiments très violents, on a tendance à retenir très souvent ça. Il y a, si vous voulez, un certain nombre de gens qui, à mon avis, je vais y revenir, ne sont pas si nombreux, mais qui sont très bruyants, qui, quand on leur dit Alain Finkielkraut, ne réfléchissent plus. Si vous voulez, pour eux, c'est le nom du mal, c'est le nom de la haine, et ça produit des réactions de rejet extrêmement violentes. Et on pourra peut-être parler de ce qui s'est passé à des paroles et des actes. Mais ce qu'on voit moins, ce qu'on sait moins, peut-être parce que ça fait moins de bruit, si vous voulez, c'est à quel point il est aimé. Moi, après des paroles et des actes à Causeur, nous avons reçu des tonnes et des tonnes de messages, des tonnes d'articles d'ailleurs, de gens qui étaient fous de rage. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'indignation, beaucoup plus de colère contre ce genre d'agression que de soutien en réalité. Donc c'est vrai qu'il est très décrié, mais il faut aussi voir l'autre côté. C'est quelqu'un de très aimé, de très respecté. Et voilà, puisque sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Moi, je vais juste à la fin de ma phrase. Il y a beaucoup de gens qui disent, et ça c'est important, qui disent vous nous aidez à penser par rapport à ce qui se passe en ce moment, à la situation dans laquelle nous sommes. Alain Finkielkraut, c'est vraiment un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a vu un certain nombre de problèmes il y a longtemps,
Et en tout je cas, pense que un beaucoup de gens penseur. lui en savent gré. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, Julia, bonjour, on l'entendait avec Elisabeth. Son élection dans cette institution fondée, on le rappelle, par le cardinal de Richelieu, elle n'est pas allée de soi. Hein. Tout à fait, Nathalie. Il a certes été élu au premier tour par 16 voix sur 28, mais son nom a été barré d'une croix en signe de désaveu sur 8 bulletins. Alors, il aime se définir comme un héritier des Lumières. Ses nombreux détracteurs voient plutôt en lui un néoréac arc-bouté sur l'identité nationale. Car l'essayiste de 66 ans, habitué des plateaux de télévision, est une personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit. Je vous propose qu'on écoute un court extrait. C'était sur le plateau de Ce soir ou jamais en octobre 2013. Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien ce discours... Non, laissez-vous. Non, Abdelraouf Dafri, tout sauf romantique. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Ouais, c'est mythique. Voilà, c'est un caractère. Mais jeudi dernier, l'auteur de La défaite de la pensée a aussi été violemment mis en cause à son tour lors de l'émission télévisée Des paroles et des actes par une enseignante musulmane. On écoute maintenant la courte séquence. Là où votre rôle d'intellectuel, c'était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits, avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Je tiens à le dire. Voilà, rien que ça. Autre critique récemment, l'ex-maoïste était accusé d'être un allié objectif du Front National. Alors évidemment, son élection à l'Académie française a fait grincer des dents. Mais lui, vous allez voir, il prend les critiques de manière plutôt philosophique. Écoutez. J'ai quand même été élu au premier tour, mais il y avait 8 croix. Et la croix, c'est plus qu'une abstention, un vote blanc. La croix, c'est un vote d'hostilité. Donc 8, ça fait vraiment une campagne. Je m'attendais à avoir des opposants. Je crois qu'il y a des gens à l'Académie qui, au fond, ne veulent pas voir les tempêtes se déchaîner dans ce lieu. Voilà, Elisabeth Lévy voulait rappeler tout à l'heure que certes, il était très critiqué, mais qu'il était aussi très aimé. Alors, unanimité ou pas, Alain Finkielkraut deviendra bien l'immortel ce jeudi et il fera, comme c'est la tradition, l'éloge de son prédécesseur au fauteuil 21, Félicien Marceau. Et ironie de l'histoire, Nathalie, l'auteur d'origine belge, fut lui aussi au cœur d'une vive polémique lors de son entrée à l'Académie. Des polémiques très rares dans l'univers feutré des académiciens. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe tout de suite à l'essentiel de l'info en bref et en images. Elle qui a toujours assumé une indiscipline de tempérament a finalement tiré sa révérence hier. Elle cède sa place de garde des Sceaux au Breton, Jean-Jacques Urvoas. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. À saluer avec son lyrisme habituel Christiane Taubira. Il est depuis le 16 janvier dernier l'homme qui a fait de la République islamique d'Iran un État sinon normal, du moins fréquentable. Hassan Rouhani était hier à Paris et loin de parler politique, il s'est agi de gros sous, Airbus, Peugeot, d'importants contrats commerciaux. Elle devrait être signée aujourd'hui. Et puis c'est non, le Conseil d'État a tranché en France contre la suspension de l'état d'urgence, une demande faite par la Ligue des droits de l'homme qui demandait la fin de ce régime d'exception, mise en place, vous le savez, après les attentats du 13 novembre à Paris. Pour le Conseil d'État, le péril imminent n'a pas disparu. Malgré la polémique, c'est un homme, le dessinateur belge Herman, qui a reçu hier soir le Grand Prix de la ville d'Angoulême, l'un des plus prestigieux prix de la bande dessinée remis dans le monde. Johanna Ohayon. Le mercredi 27 janvier 2016, le 43e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a décerné son Grand Prix au dessinateur belge Herman Youpen. Par rapport à la quantité d'auteurs qui ont voté en ma faveur. Rien que déjà ça, là vraiment ça me touche parce que, très sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens dans le métier qui appréciaient mon travail. Cette année, il a été préféré au Britannique Alan Moore et à la Française Claire Wendling. Né en 1938 dans la province de Liège, il se met dans la bande dessinée, incité par son beau-frère Philippe Van Doren, futur directeur éditorial des éditions Dupuis.
Le dessinateur se lance dans des séries scénarisées et dessinées par lui-même, comme Jeremiah ou Akira, des sagas qui mettent en scène des jeunes héros masculins. Herman Yupen a parfois été accusé de sexisme. Au fil de sa carrière, il a réalisé des bandes dessinées où il présente des femmes de façon osée, en accentuant leur forme, comme dans la série Comanche, où il présente des femmes nues au service d'un homme. La série date de 1969, une période où les personnages masculins dominaient les femmes. Il n'y a pas de machisme dans le métier, hein, ça je peux vous jurer. Enfin, du moins, je n'en ai jamais vu autour de moi. Vous savez, quand une femme a du talent, comme n'importe qui, vous savez, c'est le bienvenu. Hein. Et puis, vous savez, quand il y a le talent, ça passe, le public est là. Hein. C'est pas, on ne peut pas forcer le succès, on ne peut pas forcer le talent, ça n'existe pas. Malgré les accusations, il a connu un grand succès dans les années 1980 et 1990. Bien qu'il y ait des hauts et des bas, il développe de nombreux thèmes comme l'autodéfense ou la vengeance personnelle qu'on retrouvera dans la série de One Shot. Et voilà, Herman Yupen couronné hier. À suivre dans notre deuxième heure de Journal du Matin. On ouvrira une page éco. On parlera du pétrole de schiste aux États-Unis. Une chute incontrôlable. Ce sera le thème de notre prochaine partie. À suivre tout de suite le point sur l'info avec Daniel Atlan.